cette crise Russie-Ukraine a impacté l'économie mondiale. Chers panélistes, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur l'impact de cette crise Russie-Ukraine sur l'économie mondiale? Et là, mon regard se tourne naturellement vers M. Taha Zaidi, qui est notre expert en macroéconomie aujourd'hui. D'accord. Merci, Si Mohamed. Merci. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation, déjà, et pour le choix de la thématique de Vise, qui est aujourd'hui une thématique qui suscite beaucoup d'intérêt à l'échelle nationale et internationale. Donc, je pense qu'il est intéressant dans un premier temps de positionner justement ce conflit russo-ukrainien au niveau du cycle inflationniste que nous connaissons actuellement. Donc, depuis son éclatement, depuis l'éclatement de la guerre en février 2022, ce conflit il a été toujours pointé du doigt comme étant la principale cause de l'inflation dans le monde. Toutefois, on pense que ce conflit n'est qu'un facteur parmi d'autres qui n'ont fait qu'amplifier de manière assez considérable le cycle inflationniste qui s'est déjà installé bien avant cette guerre-là. Et donc, ce qui caractérise vraiment ce cycle inflationniste que nous vivons actuellement, il est assez atypique et il est aussi très différent des cycles que nous avons connus par le passé. C'est un cycle qui est marqué par la succession de plusieurs vagues inflationnistes qui déferlent les unes après les autres, et cette succession de vagues soutiennent de manière durable la hausse des prix. Donc nous avons connu la première vague, c'était la vague Covid, c'était la crise Covid, puisqu'il y avait cette crise, elle avait initié la première vague inflationniste, elle a créé en fait un décalage qui est assez flagrant entre l'offre et la demande. Nous avions d'une part une offre qui a été pénalisée par le confinement, par la réduction drastique des capacités de production des entreprises, par les mesures sanitaires qui ont impacté en fait la capacité de production. Et en parallèle, nous avions une demande qui a été soutenue de manière assez forte et assez inédite par les gouvernements. Il y avait des mesures de soutien qui étaient historiques pour justement soutenir cette demande-là. Et donc du coup, on s'est rendu compte avec une offre qui n'arrivait pas justement à suivre cette demande-là qui était vraiment soutenue de manière assez considérable. Par la suite, on a eu une deuxième vague. La vague de la hausse des prix alimentaires et énergétiques, et ce bien avant le déclenchement de la guerre. Donc il faut rappeler qu'aujourd'hui, la hausse des prix alimentaires et des prix énergétiques, elle est soutenue, cette inflation-là, par des facteurs structuraux qui n'ont rien à voir avec la guerre. Et donc les deux principaux facteurs qui soutiennent cette hausse-là depuis quelques années déjà, la première, c'est la recherche minière de manière générale. On a constaté sur les 10 dernières années une baisse assez drastique en termes de recherche dans le secteur minier de manière générale, que ce soit énergétique ou métaux. Les investissements dans la recherche ont baissé de près de 30% par rapport à la période avant 2010. Et cette situation-là, normalement, elle crée une pénurie en termes de découverte de nouveaux gisements ou de renouvellement des gisements. Et même aujourd'hui, les nouveaux gisements qui sont découverts sont plus complexes d'un point de vue géologique. Et justement, leur cash cost, leur coût de production, il est nettement plus important par rapport aux anciens gisements qui sont généralement des gisements plus faciles d'un point de vue géologique. Et donc ça crée des tensions structurelles sur le renouvellement de l'offre énergétique de manière générale. Le deuxième facteur, c'est le changement climatique qui aujourd'hui devient un facteur considérable, un facteur structurel avec lequel nous devons cohabiter. Et ce changement climatique, il crée un stress hydrique, il crée de la sécheresse qui devient de plus en plus régulière. D'ailleurs, dans son dernier rapport, l'ONU, justement, elle a considéré les 7 dernières années comme étant les années les plus chaudes dans l'histoire de la planète, et marquées par un stress hydrique qui est assez régulier. Et donc forcément, cette situation-là, elle crée des tensions sur la production agricole, ce qui fait justement, qui entraîne justement et qui nous entraîne dans un cycle haussier de la hausse des prix alimentaires. Et donc par la suite, il y a eu la guerre en Ukraine qui a amplifié justement cet effet-là sur le plan énergétique et sur le plan alimentaire. Et donc du coup, je peux vous donner juste quelques chiffres qui en attestent. Donc juste avant le déclenchement de la guerre, la Russie était le premier exportateur de pétrole dans le monde, pas producteur, exportateur. Et deuxième chiffre, c'est qu'aujourd'hui,
Juste avant la guerre, la Russie et l'Ukraine représentaient près du tiers de l'exportation du blé. L'Ukraine, par exemple, représentait 45% de l'exportation de l'huile de tournesol. Donc ça, c'est des éléments qui sont liés à la crise. Mais sur d'autres produits alimentaires, ça n'a rien à voir avec la crise, c'est plus par rapport à des facteurs structuraux que j'ai mentionnés. Et donc, si je peux dire aujourd'hui, il y a même certains économistes qui anticipent une troisième vague d'inflation. Et c'est une perspective d'inflation qui est tirée par les revenus et qui n'a rien à voir avec l'inflation liée justement au conflit géopolitique. Et on pourrait en revenir peut-être par la suite par rapport à cette perspective de troisième vague d'inflation. Et donc, pour résumer, pour vous dresser un peu le tableau, donc, le conflit russo-ukrainien, il a amplifié l'inflation, il a tiré les prix à la hausse. Et donc, justement, en l'absence de mécanisme d'indexation de la hausse des prix sur les revenus, nous avons assisté à une baisse continue du pouvoir d'achat des ménages. Et lorsque la baisse du pouvoir d'achat des ménages se poursuit sur une durée relativement longue, il y a un impact sur le moral des ménages. Et donc les indices ont clairement montré qu'il y a vraiment une baisse considérable, une dégradation du moral des ménages suite à cette inflation. Et donc cette situation, elle crée quoi? Elle crée un report logique des décisions de gros achats, tels que l'automobile, tels que les équipements du foyer, tels que l'immobilier. Et donc justement, ça crée une pression sur la demande. Et par conséquent, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une nette décélération de la croissance économique partout dans le monde. C'est un constat général dans les différentes zones économiques. Et donc on est sur une perspective de vraiment 1% de croissance économique en 2023 contre 2,5 lors de l'année précédente. Donc ça, c'est pour vous donner juste un ordre de grandeur générale et une vision un peu plus, dresser le tableau un peu global avant d'entrer dans des sujets plus spécifiques. Merci, j'allais dire, pour cette réponse. Madame Loubaba, concrètement, comment s'est traduite justement cette crise Russie-Ukraine sur les marchés financiers? Quel a été son impact sur les différents marchés sur lesquels nous traitons? Alors, au-delà du cycle inflationniste présenté par M. Jahedi, il y a aussi la croissance qui s'en est vue touchée. Et comme disait M. Jahedi, à la fin de l'année 2022, on a atterri sur un taux de croissance qui était aux alentours de 2,5-3%, alors que tout au long de l'année, à cause notamment des différents éléments cités par M. Jahedi, on s'attendait à une année vraiment beaucoup plus difficile en soi. Les facteurs qui ont permis un redressement de l'économie durant 2022 meilleurs que prévu sont de l'ordre interne en fait à chaque pays. Notamment, par exemple, aux États-Unis, on a vu une reprise importante de la consommation des ménages, notamment aidée par la reprise et l'acharnement de consommation après la période de pandémie. Et on voit par exemple aux États-Unis toujours, que le taux d'épargne des ménages est à son plus bas depuis 60 ans. Donc ça décrit la frénésie d'achat et de consommation qui a eu lieu durant l'année 2022. Parallèlement à cette demande, on a eu également une offre qui s'est ajustée et qui a été aussi décrite par M. Jahedi, où les entreprises ont procédé à des investissements supplémentaires pour faire face à cette demande et aider notamment par l'atténuation des pressions sur les chaînes d'approvisionnement et le prix des matières premières qui a corrigé au fur et à mesure après le conflit. Il y a aussi un autre élément qui a permis de soutenir mieux que ce qu'on attendait la croissance, c'est l'aide budgétaire qui a été accordée par chaque gouvernement dans les pays. Et par exemple, en Europe, le PIB enregistré, la croissance enregistrée en 2022 est due à hauteur de plus de 1% à l'aide budgétaire consacrée aux ménages les plus démunis. Donc on voit qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour essayer de tirer et de maintenir la tête hors de l'eau durant 2022. Mais comme disait M. Jahedi, il y a des pressions qui se maintiennent, il y a des risques qui restent présents, notamment avec la pandémie en Chine
signes du Covid, qui est toujours là et qui risque peut-être de reprendre. Il y a aussi le principe de... Là, en ce moment, on est en train de voir une accalmie du conflit russo-ukrainien, mais demain, on ne sait pas comment ça peut évoluer, qu'est-ce que ça va donner comme impact sur l'économie. Il y a aussi un élément important, il y a un risque qui prédomine actuellement, c'est l'impact des politiques monétaires agressives que les banques centrales ont mis en place sur la consommation, sur les revenus des ménages et leur capacité à soutenir la demande et la croissance mondiale pour 2023. Donc c'est ce que j'avais à rajouter. Je ne sais pas si... Écoutez, je vous remercie vraiment pour cette réponse, pour ces réponses exhaustives. Donc de l'impact de cette inflation sur l'économie mondiale et sur les marchés financiers. Maintenant, pour nous, la question est de savoir quelles ont été les mesures qui ont été prises par les différents pays pour enrayer justement cette dynamique haussière de l'inflation et pour pouvoir soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Si j'avais dit à vous naturellement la parole. Je pense que c'est une question très intéressante parce qu'il est intéressant d'analyser justement les actions des pays sur deux volets. Il y a le volet des banques centrales, politique monétaire, il y a le volet des gouvernements. C'est très intéressant d'analyser un peu les actions de chaque acteur. Donc d'une part, les banques centrales, ils sont unanimes. Aujourd'hui, ils priorisent l'inflation aux dépens de la relance économique. Pour eux, aujourd'hui, la priorité, c'est de réduire l'inflation. Parce que pour eux, aujourd'hui, il y a un risque. Le risque, c'est que si jamais on rentre dans un cycle lent d'inflation, ça pourrait compromettre la viabilité de la croissance sur le moyen terme. Donc les banques centrales sont prêtes aujourd'hui à faire un sacrifice, c'est que d'avoir un impact court terme sur la demande pour baisser assez rapidement l'inflation afin de rétablir les prévisions de croissance sur le moyen terme. Et donc c'est ce qu'on a vu. On a vu des actions qui sont assez agressives au niveau des banques centrales. La Fed, elle a augmenté de 450 points de base ses taux directeurs depuis mars 2022. Nous avons aussi la BCE 300 points de base depuis juin et la Banque du Maroc, Banque Maghreb, elle a augmenté de 100 points de base depuis septembre. Et donc, du coup, face à l'objectif des banques centrales, entre guillemets, c'est de casser cette demande-là. C'est de justement réduire l'inflation par la demande. C'est l'objectif et c'est les canaux de transmission, c'est que le resserrement, la hausse des taux va créer justement un resserrement monétaire. Il va réduire relativement la demande, ce qui va justement alléger les pressions inflationnistes. En contrepartie, on a les gouvernements. Les gouvernements, ils cherchent justement à limiter l'impact de ce resserrement monétaire ou des conditions inflationnistes sur le pouvoir d'achat et sur la préservation de l'emploi. Et donc, du coup, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils supportent une partie du fardeau du coût inflationniste à travers des subventions directes, que ce soit directement au secteur touché par l'inflation, tel que le secteur du transport, à travers la subvention des produits alimentaires de base, pour justement réduire leurs coûts sur le consommateur, et aussi à travers l'investissement. Donc ils font un effort encore supplémentaire sur l'investissement pour préserver un peu l'emploi et justement préserver la stabilité sociale aussi. Et donc du coup, ces deux actions, on va dire, qui sont non alignées, entre d'une part les banques centrales qui cassent la demande et les gouvernements qui soutiennent, qui essaient de préserver un peu cette demande-là, ça va avoir trois principales conséquences. La première, c'est une aggravation des déficits budgétaires. Et ça, c'est un point qui, par la suite, pourrait impacter les parités de change de manière, je pense, c'est parmi les facteurs qui pourraient impacter, qui pourraient être un facteur important dans les prévisions concernant les parités de change. Et donc, justement, les États, ils font un effort supplémentaire, ils supportent une partie du coût inflationniste, et ça se reflète sur leur politique budgétaire et sur l'aggravation de leur déficit, qui pourrait entraîner par la suite une émergence de crise de dette potentielle. Ça, c'est un risque aussi à prendre en considération. Le deuxième facteur, c'est un lissage, je pense, de la croissance économique. C'est qu'au lieu d'avoir un impact sec une année avec une baisse de la croissance et puis repartir, l'effet qu'on a ces deux actions non alignées va créer un lissage de la baisse de la croissance. C'est pour ça que les effets des banques centrales sont en quelque sorte amortis par les actions des gouvernements, et c'est ce qui crée justement cette décélération de la croissance. On n'est pas sur des croissances catastrophiques quand même, on est sur des croissances un peu modestes, faibles, mais ça devrait être lissé.
C'est-à-dire, on ne va pas s'en sortir assez rapidement. Peut-être qu'on va rester en moins sur 2023, début 2024, sur des taux de croissance relativement faibles. Et puis le troisième facteur qui est aussi important, c'est, je pense, c'est un facteur, je pense que c'est ça, c'est les deux principaux facteurs qui pour moi pourraient être pris en considération dans le cadre de ce sujet-là. Plus spécifiquement, Madame Loubaba Alaoui Mdré, est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu le comportement de la paire euro-dollar par rapport à tout ce que vient de dire CGID et quel a été le comportement aussi de la liquidité MAD? Pourquoi je vous parle de ces deux indicateurs? Parce que c'est les deux indicateurs qui impactent essentiellement la parité devise MAD. Et donc, est-ce que vous pouvez éclairer notre audience justement sur le comportement de ces deux sous-jacents? Merci. Ok, alors l'euro-dollar réagit généralement en fonction de trois facteurs. Il y a ce qu'on appellerait les facteurs fondamentaux qui sont le PIB, la croissance, le taux d'inflation dans chacune des régions, la zone euro et les États-Unis. On a les facteurs qu'on appellerait les facteurs monétaires et qui sont dus à la direction que prend la politique monétaire dans chaque zone. Et enfin, on a des facteurs qu'on appellerait marchés et qui sont dus à des positions marché sur d'autres sous-jacents ou d'autres marchés qui impactent directement ou indirectement l'euro-dollar. Alors pour cette année, on a vu que tout au long de 2022, un dollar allait à la hausse parce que fondamentalement, les États-Unis avaient une frénésie de hausse de la demande, une croissance qui a repris de manière plus intense après le Covid, une baisse du taux de chômage. Donc on avait vraiment des fondamentaux qui jouaient en faveur des États-Unis et qui permettaient à la Fed d'avoir une politique monétaire agressive, plus agressive que la BCE. Donc à titre d'exemple, la BCE a commencé à augmenter ses taux au mois de juillet et a procédé à 4 hausses successives durant 2022, quand la Fed a commencé au mois de février et a fait 7 hausses successives. Et donc ce différentiel de taux fait qu'à un moment donné, et cette différence dans la politique et l'agressivité adoptée par les banques centrales fait que le dollar devient plus attractif pour des investisseurs qui cherchent du rendement et un retour sur investissement plus important. Ce mouvement était aussi alimenté par ce qu'on appellerait les facteurs marchés et donc la hausse de l'aversion au risque, notamment avec le conflit russo-ukrainien qui dit hausse de l'aversion au risque, dit positionnement sur les assets les plus sûrs et retrait des assets les plus risqués. Donc on a un mouvement d'achat qui s'installe sur le dollar pour les investisseurs qui cherchent des actifs à zéro risque. Toujours alimenté aussi par la hausse des matières premières qui sont libellées pour la majorité en dollars et qui fait que la demande en soi en dollars par un effet volume s'en voit augmenter. Et donc tous ces facteurs ont contribué à une baisse de l'euro-dollar tout au long de 2022. On est passé de 1,15 jusqu'à arriver à un plus haut de à peu près depuis 2002 à 0,9536 au mois de septembre, au moment où la Russie et Gazprom déclarent arrêter l'approvisionnement de l'Allemagne en gaz via le gazoduc Nord Stream 1. Et à ce moment-là, on était à l'apogée de l'aversion au risque et des pronostics sur la récession éventuelle dans la zone euro. Et donc à partir de là, on avait vraiment un mouvement important d'achat sur le dollar. Par la suite, on a vu que... C'est d'ailleurs, excuse-moi, c'est d'ailleurs là où on a vu un dollar arriver à 11,20. Hein, donc c'était le 22 septembre exactement, 2022. Le dollar avait piqué au plus haut de pratiquement 10 ans derrière. Voilà. Okay. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, on essayait le marché essayait de voir à quel point ces risques de récession étaient importants. Et on a vu que l'Allemagne, notamment, arriver à trouver des solutions pour son approvisionnement, qu'elle est allée chercher du gaz liquéfié en Norvège, aux États-Unis, pour faire face donc, à sa demande. Et donc les pronostics de récession qui pouvaient être plus importants en Allemagne ou en France, ou en tout cas dans la zone euro, se sont amoindris. Et à partir de là, la BCE était beaucoup plus confortable pour entamer une politique agressive et de hausse des taux
et se consacrer vraiment à la gestion de l'inflation et au combat de l'inflation. Et à partir de là, on a vu qu'au mois d'octobre et au mois de novembre qui ont suivi, la BCE a commencé à augmenter de manière conséquente ses taux. Elle a fait 2 hausses successives de 50 points et donc a permis de donner du souffle à l'euro qui a repris une pente haussière vers la fin de l'année qui a culminé récemment à 1,10 à peu près au mois de février. Donc ça, c'est la réaction de l'euro-dollar face aux différents éléments macroéconomiques. En termes de liquidité, la liquidité est un paramètre purement marocain et c'est des facteurs purement d'économie interne et propre au Maroc qui impactent cette position. Donc la liquidité durant tout 2022 s'est vue impactée par la hausse des matières premières, donc la hausse des prix à l'import au niveau marocain et donc à la demande de devises versus le dirham, alimentée avec une baisse ou un attentisme ou un risque sur les exportations. On a vu cette liquidité se contracter et le dirham se déprécier au fur et à mesure, et on peut le voir dans les graphes, dans la présentation, on a vu la liquidité passer de -5 en 2021 au fur et à mesure pour atteindre un point culminant à +5 qui est la bande maximum autorisée par la Banque centrale. Et il est important en fait de comprendre ce graphe parce que la position de la liquidité, c'est ce que détiennent les banques en devises en fonction des flux entrants et sortants. Et cette position impacte la valorisation et détermine la faire-value du dirham face aux autres devises. Donc une pression sur une sortie de devises impacte à la baisse le dirham, donc le dirham se déprécie, et une pression à la hausse sur les exports et sur les entrées de devises permet au dirham de se renforcer, de s'apprécier face aux autres devises. Donc voilà ce que je peux dire sur la liquidité et l'euro-dollar. C'est un point très important. Je vais me permettre de me risquer sur un domaine qui est celui de nos experts des marchés, mais je vais peut-être apporter un petit grain de vue un peu macro. Ce qui s'est passé par rapport au point qui est soulevé par Mme Loueba, ce qui s'est passé quand on parlait des économies des pays des pays pas industrialisés, c'est que la crise alimentaire et la crise énergétique, et j'ouvre une parenthèse pour dire que cette crise elle est durable tout à fait, comme l'a dit Jaïdi, parce qu'en plus, toutes les études montrent que nous sommes arrivés au pic énergétique. Et donc structurellement, les 100 millions de barils par jour que produit le monde, on n'est pas en mesure structurellement de les augmenter de façon significative, alors que la reprise de la consommation de Chine telle qu'elle est établie et d'Inde fait qu'on rentre maintenant dans une étape où structurellement la demande va être structurellement plus forte que l'offre. Et donc le pic pétrolier étant derrière nous, je pense que toutes les projections donnent une tendance haute des prix des produits pétroliers. Et pour les produits alimentaires, on est dans une, c'est ce que disait tout à l'heure M. Jaïdi, on est dans une situation où les sécheresses répétitives vont exacerber l'équilibre ou le déséquilibre entre la demande et l'offre. Et donc nous sommes littéralement posés dans une tendance structurelle à la hausse des prix des matières premières et des produits énergétiques. Ça, je ferme cette parenthèse. Mais pour revenir au cas du Maroc, parce que ce que je dis est en rapport avec le Maroc, pour revenir au cas du Maroc, le Maroc n'a pas subi, comme d'autres pays importateurs de produits alimentaires, dépendants de l'extérieur. Je souligne, elle a dit, dépendants de l'extérieur. Tous les pays d'Afrique sont dépendants de l'extérieur des produits alimentaires et des produits énergétiques. Et donc c'est une hausse qui vient mécaniquement détériorer
leur réserve de change, qui vient mécaniquement détériorer leurs termes de change et qui vient mécaniquement produire une dépréciation de leur monnaie pour les raisons qui ont été expliquées. Pourquoi ça n'a pas été le cas pour le Maroc? Parce que le Maroc, il a eu deux phénomènes qui se sont conjugués exceptionnels. Et en rapport avec ce que dit Mme Alaoui, le Maroc a eu des exportations exceptionnelles de phosphate. Il ne faut pas l'oublier. Donc cette année, en 2022, le Maroc a subi des ajustements aussi brutaux parce que cette crise des matières premières nous a coûté sur l'alimentaire, nous a coûté sur le pétrole. Nous avons été partiellement quand même compensés, il ne faut pas l'oublier, sur les produits phosphatés où on a fait 120 milliards, 115 milliards de dollars, alors qu'une année moyenne, la norme est de 6 milliards, de 120 milliards de dirhams, pardon, alors que la norme, c'est de 6 milliards. Donc on a fait 6 milliards de plus. Donc c'est un effet buffer, c'est un effet amortisseur capital qui nous a fait échapper à cet ajustement. Autre élément, c'est qu'au Maroc, nous avons bénéficié sur l'année 2022 de transferts exceptionnels de la diaspora marocaine, des MRE, où on a fait aussi des recettes exceptionnelles. Et donc ces deux éléments ont concouru à préserver un déficit du compte courant contenu à 5%. Et donc les projections de la Banque mondiale, les projections du FMI donnent un réajustement du déficit du compte courant dans les 3%. Et ce niveau de 3% à 4%, c'est un niveau, je dirais, structurel à long terme qui permet au Maroc de contenir dans sa politique monétaire et dans sa politique budgétaire à la fois les équilibres macroéconomiques, mais aussi les équilibres de stabilité du dirham qui est au fondement de la politique monétaire du pays. Donc tout ce que fait le pays, y compris en ajustant les taux à la hausse, c'est justement pour défendre la stabilité du dirham parce que nous avons fondé notre positionnement macroéconomique sur ça. Quand on reçoit des investisseurs et qu'on leur dit regardez sur les 20 dernières années la position du dirham ou la valeur du dirham par rapport à l'euro, c'est un argument extrêmement important parce que quand on fait cette comparaison par rapport à tous les pays où on peut investir dans l'économie locale et on se retrouve après dans des dépréciations qui sont extrêmement coûteuses pour l'investisseur. Donc je voulais juste apporter cette petite précision sur le cadre macroéconomique du Maroc qui privilégie certes, et ça je rejoins ce que disait Sijaïdi, toute cette lutte ou toute cette bataille antinomique entre l'inflation et la croissance, au Maroc on n'a pas de forte croissance parce que le cadre macroéconomique qui était toujours privilégié fait qu'on préserve la stabilité des prix et donc on ne fait pas des croissances à 6%, 7%, on ne peut pas les faire. Et les croissances à fort niveau, les croissances hautes, ce sont des croissances qui s'ajustent par dépréciation des devises. Parce que quand on fait de la croissance forte, on investit en devises, on crée de la classe moyenne qui consomme des voitures, qui consomme des montres, qui consomme des consommables, des frigos, des électroménagers qui viennent consommer des devises. Et donc le Maroc est un pays qui a fait depuis très longtemps le choix d'une politique contenue pour que la croissance soit dans un niveau qui permet la stabilité des prix. Merci. Je me tourne maintenant vers Madame Tber. Et donc Madame Loubaba Alaoui a parlé tout à l'heure d'une certaine volatilité qui a touché aussi bien l'euro-dollar que la liquidité dirham. Je retiens un chiffre en tête qui est la dépréciation du dirham sur l'année 2022 de 9,5%. Comment opérationnellement vos clients ont pu faire face justement à ce comportement de la liquidité MAD et de l'euro-dollar? Comment ils ont réagi de manière assez opérationnelle? Merci. Merci Sfilali. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le tissu marocain, on peut en être vraiment fier.
nos entreprises se sont toujours très bien familiarisées avec les crises, je dirais, et elles ont su s'en sortir à chaque fois. Et j'en suis d'ailleurs très fière parce qu'aujourd'hui, nous essayons d'apporter notre touche en tant que desk corporate Grand Casablanca, en tous les cas, qui est bien représenté ici par les grandes entreprises et les PME de la région. Et en partenariat, ensemble, je pense qu'on a fait ça ensemble. C'est-à-dire que l'année a été difficile, il y a eu beaucoup d'incertitudes, il y a eu beaucoup de volatilité. Et les opérateurs marocains avaient besoin de nous, donc on a su, si vous voulez, les aider. Et j'espère, en tous les cas, qu'on a pu ensemble arriver à une réorganisation, si je peux appeler ça carrément une réorganisation, de la manière de revoir les risques, notamment le risque de change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la volatilité des marchés a fait que les opérateurs marocains ont pu vraiment toucher de très près l'importance de ce que peut générer une perte de change dans leur bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant l'euro était un peu stable dans le temps, avant l'ouverture des marchés en 2018, le début de la convertibilité du dirham, etc. Autant aujourd'hui, avec la notion de liquidité dont elle a parlé Madame Loubab Al-Alaoui, bien sûr, qui touche de près. Donc on a des périodes comme ça dans l'année qui commencent à bien connaître, d'ailleurs, nos opérateurs marocains de dividendes, où il y a très peu de liquidité au Maroc et donc qui fait renchérir les devises contre dirham. D'accord. Et des périodes de l'été, par exemple, quand on a une affluence très importante de nos partenaires MRE, donc qui fait que la liquidité soit un peu plus haute. Et donc, nos importateurs sont aujourd'hui toujours à la quête de faire le maximum de couverture dans ces périodes-là. Nos exportateurs attendent de la période fiscale qui est proche d'ailleurs pour faire leur couverture et voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a développé avec nos entreprises marocaines un partenariat, un conseil permanent. Ils sont à la quête aujourd'hui de conseils. Et nous sommes là pour les accompagner et les conseiller. Et grâce à ça, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui ont évité le pire, c'est-à-dire de voir une perte de change importante dans leur bilan. Croyez-moi, c'est quelque chose maintenant qui est très, très regardé par le management de manière globale. Et donc, nous essayons, bien sûr, à travers le conseil et différents outils que nous verrons un peu plus tard, à les amener à réfléchir à une stratégie de gestion du risque de change. Ce n'est plus, bon, j'ai besoin de couvrir, je couvre. Non, il y a un moment opportun pour se couvrir. Il y a des stratégies opportunes par rapport à un moment donné de l'année. Et tout ça combiné ensemble avec une meilleure réorganisation des services financiers chez nos PME aujourd'hui, je peux le dire. Et j'en suis fière, parce que vraiment les gens se sont dotés d'équipes un peu plus spécialisées, je dirais, comme ça, et qui suivent leur encours et leur position en devise tous les jours de manière très proche avec le management. Donc il y a un vrai esprit d'équipe entre nous et nos opérateurs marocains qui peuvent en témoigner ici tous présents tous les jours avec l'équipe. Donc il y a Madame Zineb El Guettari, il y a Madame Kenza Bel Habib, Madame Moutayeb qui n'a pas pu nous joindre aujourd'hui. Tous ensemble, main dans la main, nous avons essayé avec les clients d'aller vers beaucoup plus de stratégies de couverture pour éviter justement le risque de change et la grosse volatilité et les incertitudes, surtout sur le marché. Voilà. Merci Madame Tber. Si vous le permettez, j'aimerais maintenant que l'on s'intéresse à la situation particulière du Maroc. Alors on l'a dit, on l'a répété, on a une croissance modérée, une inflation hausse. J'aimerais maintenant un stress hydrique important. J'aimerais savoir maintenant quelles ont été les stratégies de réponse par rapport à tous ces chocs. Si j'avais dit encore une fois à vous la parole. Donc là, je voudrais vous dire juste que je suis parfaitement aligné avec Sir Redouane Lalij par rapport à ce qu'il a évoqué comme point et qui est très important. Si vous pouvez juste revenir à la slide d'avant.
Donc, il est vrai qu'en 2022, le Maroc il a subi un double choc, mais vraiment au bon sens du terme. Un double choc à la fois au niveau de la croissance. On a connu une croissance qui était vraiment historique pour l'économie marocaine, en moyenne de 6,6%, alors qu'on était vraiment sur des niveaux de croissance relativement inférieurs à 2% en moyenne. Le deuxième choc, ça concerne la campagne agricole, qui était historiquement faible. On est ressorti avec en moyenne 34 millions de quintaux, alors que l'année dernière, on était sur un record qui était de 103 millions de quintaux. Donc déjà un effet de base qui est vraiment très défavorable. Et aussi par rapport à la moyenne. C'est-à-dire en moyenne, c'est-à-dire aujourd'hui, on considère une année normale agricole autour de 70 millions de quintaux. Donc on était vraiment très loin on va dire des niveaux de référence pour le cas de l'économie marocaine. Et donc du coup, par rapport à ce double choc, pourquoi la campagne agricole aussi, c'est un point important, parce que dans le panier des ménages, de consommation des ménages, ça représente près du tiers dans le panier. Et donc forcément, si on a une campagne agricole qui est vraiment faible, on est obligé d'importer, et donc forcément de relever un peu le coût, de diminuer considérablement le pouvoir d'achat, puisque la composante alimentaire, elle pèse encore un poids aussi important au niveau du panier. Et donc par rapport à ce double choc, on a eu la dépréciation du dirham. Donc en moyenne annuelle, pas en glissement, on est autour de 13% de dépréciation par rapport au dollar, ce qui fait, c'est la plus forte dépréciation depuis 2015. Quand même, ça reste des dépréciations qui sont assez importantes. Et donc, malgré un contexte défavorable, le Maroc a pu préserver ses fondamentaux par rapport à deux indicateurs qui sont aujourd'hui, comme on l'a dit ici, qui sont aujourd'hui très regardés, à la fois par les bailleurs de fonds et par les institutions à l'international, que sont les réserves de devises. Et donc, on a maintenu les réserves de devises à des niveaux records en 2022, au-dessus des 330 milliards de dirhams. Et donc, c'est un niveau supérieur à 5 mois d'importation. Et donc là, on a quand même maintenu ces réserves en l'absence d'une sortie à l'international. C'est qu'en 2022, le Maroc, il n'a pas fait de sortie à l'international pour booster ses réserves. Et malgré cela, on a pu justement afficher des réserves vraiment records. Et c'est un facteur d'assurance au niveau international. Le deuxième point, c'est le déficit budgétaire. Alors qu'on parle qu'aujourd'hui, l'État prend une partie du fardeau de l'inflation et qu'il y a un risque d'aggravation des déficits au niveau international. Dans l'Europe, elle est très exposée. Aujourd'hui, on arrive quand même à réduire le déficit budgétaire qui passe de 5,5, je pense, autour de 5% en 2022. Et donc, justement pour dire que finalement, on a pu préserver nos fondamentaux économiques qui sont aujourd'hui très importants. Et là, je voudrais souligner juste un point par rapport à la devise. Aujourd'hui, la monnaie devient un facteur crucial pour préserver les équilibres macroéconomiques d'un pays. Parce que c'est un facteur qui peut amplifier l'inflation. Lorsqu'on voit des pays comme l'Égypte, comme la Turquie, certains pays d'Asie, certains pays d'Afrique, on a vu des dépréciations de 30% au niveau de leur devise. Et ces pays émergents, ils ont une autre contrainte où on voit développement par rapport aux pays développés. C'est que la composante monnaie peut amplifier de manière considérable l'inflation. Elle peut la multiplier par 3, par 4. Donc des pays d'Asie, on a eu des dépréciations de 30% de leur devise, ce qui a fait exploser un peu leur niveau d'inflation au niveau de leurs économies. Donc aujourd'hui, je pense que le principal atout, ce n'est pas la croissance aujourd'hui dans le contexte actuel, mais c'est la préservation des fondamentaux. C'est ce qui va permettre au Maroc d'avoir une certaine crédibilité, c'est ce qui va permettre de recourir aux fonds, de recourir au financement externe pour justement traverser cette phase de turbulence. Et pour donner plus un peu de chiffres, si on peut passer à la slide suivante, donc par rapport à ce qu'a dit M. Redouane Ladej, donc si on voit un peu cette résilience-là, elle provient de la performance à la fois du commerce extérieur du Maroc, et je pense que ça c'est par rapport à une politique. Ce n'est pas une coïncidence dans un contexte particulier, mais c'est vraiment par rapport à une politique qu'a bâti le Maroc et qui a développé justement sa force au niveau de l'export. Et aussi par rapport à la balance des paiements. Donc, si on voit un peu par rapport justement aux exportations de l'OCP, qui est le premier secteur, donc on a bénéficié justement d'une hausse de 44% à 115 milliards de dirhams. Donc c'est un effet prix qui est quand même de 70%, qui a profité pleinement
au premier exportateur du pays. On a l'export automobile, on a quand même une hausse de 33% à 111 milliards de dirhams contre 83 milliards en 2021. Donc la construction au niveau de l'automobile affiche une hausse de 40%. Et au niveau de l'activité câblage, on est à plus 30%. Les recettes IDE, c'est une hausse quand même de 5 milliards de dirhams dans un contexte difficile au niveau international. Les transferts MRE, et ça c'est aussi par rapport à la qualité de la relation des banques marocaines par rapport à la diaspora au niveau à l'international, ce qui permet d'avoir un lien fort et de pouvoir faciliter justement et soutenir les transferts MRE qui ont augmenté quand même de 15,5 milliards de dirhams, de 93 à 109 milliards, c'est une hausse de 16%, et aussi le triplement des recettes voyage. Donc les recettes touristiques, ils sont passés de 34 milliards à 91 milliards de dirhams, grâce justement au plan de l'État visant à mettre à niveau le secteur et à le préparer justement à la relance économique. Donc ça, c'est par rapport justement aux fondamentaux qui sont pour moi très importants à prendre en considération. Là, c'est clair qu'on passe par une situation de volatilité. Et de l'autre côté, il y a la vision de la Banque centrale par rapport à la hausse des taux qui est aussi un sujet important. Donc aujourd'hui, nous on pense, c'est le propre avis d'Ager, c'est qu'aujourd'hui on est toujours dans une phase de resserrement monétaire pour plusieurs raisons, pour le cas du Maroc. C'est qu'aujourd'hui, il y a la composante devise qui est importante, il faut soutenir le dirham. Et donc, du coup, on voit très bien que si on est très décalé par rapport à ce qui se passe à l'international, on peut assister à des pressions sur le dirham de manière plus visible. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir un décalage aussi important par rapport aux banques centrales, telles que la Fed ou la BCE. Donc, la Fed, comme a dit Mme Loubaba, on est maintenant à des taux, la sixième hausse, et ce n'est pas encore fini. Donc là, aujourd'hui, au niveau par rapport au Maroc, on voit très bien qu'il y a encore de la marge pour pouvoir justement réduire un peu ce gap-là. Le deuxième point qui est pour nous aussi important, c'est l'inflation. On voit très bien que la politique monétaire, elle a un impact, mais pas un impact court terme. Si on voit un peu la Fed, c'est au terme de plusieurs hausses qu'on a pu un peu réduire et contenir un peu l'inflation. La BCE, elle a un retard par rapport à la Fed, et on voit très bien que ce retard, ça se voit clairement sur son économie, puisqu'elle est en retard justement par rapport à la maîtrise de l'inflation. Et donc, ça, c'est un point qui est assez important à prendre en considération. Donc, forcément, la maîtrise de l'inflation, on a encore un peu de chemin à faire. Et d'ailleurs, la Fed le montre clairement à travers son processus-là. Et on voit ça nous rassure puisqu'il y a un impact. On voit que l'impact, il est là. Mais cet impact-là, il est un peu, on va dire, décalé dans le temps. Donc le Maroc, il a quand même un certain décalage par rapport aux politiques internationales. Le deuxième volet, c'est par rapport à la rémunération de l'épargne au Maroc. La question de la rémunération de l'épargne, c'est une question qui est aussi importante à prendre en considération. Donc si on voit un peu les taux de rendement qu'offre un peu le marché par rapport au niveau d'inflation, on est sur des taux de rendement réels négatifs, toujours. D'où l'intérêt justement de relever et de rendre l'épargne plus attractive. Pourquoi? Parce que si on voit un peu le côté de la partie monnaie fiduciaire qui en circulation, on voit qu'il y a une hausse très importante. C'est-à-dire, je pense que en 2019, on était sur une monnaie fiduciaire en circulation de 240 milliards de dirhams. C'était avant la crise Covid. Là, on est à 340 milliards. C'est 100 milliards de hausse de monnaie fiduciaire. C'est quelque chose de très important et que le risque, c'est de voir émerger une économie parallèle au niveau de l'économie informelle. D'où l'intérêt aujourd'hui de ramener cette économie-là progressivement vers le circuit formel. Et la rémunération de l'épargne est une solution, un outil parmi d'autres pour pouvoir ramener cette monnaie-là. Là, c'est un point aussi important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, il a fait un exploit en termes budgétaires, en termes de préservation des fondamentaux économiques par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, la récente sortie à l'international atteste de ça, dans un contexte où les pays arrivent difficilement à se financer, où les primes de risque ont explosé
Et lorsqu'on voit le niveau de prime de risque du Maroc, on voit très bien que la qualité de ces fondamentaux elle est prise en compte au niveau de cette sortie-là. Maintenant, sur le volet économique, je pense qu'on a encore du retard par rapport, et donc pour préserver ces fondamentaux, on peut s'attendre à une poursuite du resserrement monétaire, au moins sur l'année 2023. Merci, si Jaidi. Je vous remercie pour votre réponse. Alors, on a tous noté qu'on est dans un contexte haussier de taux d'intérêt, qu'on est dans un contexte où la plupart des banques centrales de par le monde ont opté pour des politiques monétaires restrictives. Vous l'avez dit tout à l'heure, et vraiment à tour de rôle, plus de 450 BP pour la Fed, plus de 250 pour la BCE et plus 100 pour Banque El Maghreb. Je comprends qu'il y a un contexte qui est haussier des taux d'intérêt. Et je voulais savoir, Serdouane Lelej, quel est le dispositif d'accompagnement qui a été mis en place par le groupe Tijari Wafa Bank pour aider les entreprises face à ce contexte haussier de taux. Ça, c'est en ce qui concerne ma première question. Et maintenant qu'on a parlé de hausse des taux, je comprends aussi, si j'avais dit, qu'il y a une dichotomie entre des taux dollars qui augmentent beaucoup plus vite que des taux euros, qui augmentent, eux, à leur tour, beaucoup plus vite que des taux MAD. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un arbitrage qui peut se faire en faveur du dirham, où les opérateurs peuvent abandonner encore une fois les refinancements en devises au profit des financements en MAD? Donc voilà, c'est une question qui a deux volets et je vous laisse le soin d'y répondre. Merci. Merci. Alors d'abord, je voudrais peut-être juste avant de répondre à la question, rebondir sur ce que disait tout à l'heure c'est Jaidi, c'est Taha. Il y a aussi au Maroc un effet amortissement de l'inflation par les pouvoirs publics, puisque ce qu'on ne voit pas toujours, et ça je vais vous donner des exemples concrets, c'est que la facture électrique, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, n'a pas bougé. Alors que si vous voyez un peu les débats auxquels on assiste en Europe et dans le monde, moi j'ai fait récemment un déplacement en France, je peux vous assurer qu'un ami qui travaille à Tijari Wafa Bank Europe a vu sa facture personnelle de l'électricité passer de 80 € à 400 € par mois. C'est très violent. Et donc cet ajustement-ci s'est fait juste en creusant les déficits de l'ONE avec une vingtaine de milliards de dirhams de pertes sur l'année 2022. C'est énorme parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle d'un pays comme le Maroc, le budget global de l'État, le budget global, les recettes globales d'un État comme l'État marocain est de 230 milliards de dirhams. Donc les recettes globales, toutes les recettes, la douane, la TVA, les recettes fiscales, l'IGR, quand on fait le cumul de tout ça, on atteint 230 milliards de dirhams. Donc quand l'ONE vient subventionner les prix d'électricité des Marocains, des ménages, c'est un amortissement, c'est un buffer exceptionnel dont on ne parle pas beaucoup, parce que cette hausse, imaginez que cette hausse du prix d'électricité, si elle avait été répercutée sur les entreprises et sur le public, eh bien, on va voir un niveau d'inflation, parce qu'on se demande toujours pourquoi le niveau d'inflation facial que nous avons, il est de 7%, alors que dans des pays développés, il est de 10%. Donc en Grande-Bretagne, en France, on a atteint des niveaux à deux chiffres. Eh bien, parce qu'il y a eu aussi cet effet amortisseur considérable dont on ne parle pas beaucoup et qui est venu amortir un peu tous les effets de chaîne de transmission de l'augmentation des prix de l'électricité que l'on voit partout dans toute l'économie. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, quant à ce que... Je vais peut-être répondre à la deuxième question et je vais arriver à la première. On a vu qu'effectivement, les lignes de refinancement en devises qui étaient particulièrement appréciées par nos partenaires ne sont plus financées, et ça se comprend parce que tout le bénéfice tiré du différentiel de taux était tout bonnement annulé
par les réajustements conséquents dont on a parlé sur la hausse des taux d'intérêt, aussi bien sur le dollar et sur l'euro, et qui rendent tout simplement inopérant et impertinent tout arbitrage qui se fait de ce point de vue-là. Et donc, aujourd'hui, ce dispositif de refinancement en devises, nous l'avons simplement troqué, si je puis dire, par un accompagnement d'IRAM qui devient beaucoup plus pertinent, beaucoup plus utile et qui n'interdit pas, je le dis, toute la valeur ajoutée qui est opérée par les équipes du marché des capitaux sur toutes les couvertures que l'on fait. Et donc aujourd'hui, les clients et nos partenaires privilégient plus les opérations spot couplées à des financements en dirham que des opérations de refinancement à terme qui les exposent bien sûr à des risques de change beaucoup plus importants. Et donc, notamment sur le dollar, mais également sur l'euro, puisque le différentiel de taux et les taux d'intérêt sur l'euro, même avec ces décalages, ne permettent plus de rendre utile ce type d'arbitrage. Et donc aujourd'hui, clairement, le dirham revient en dépit du surenchérissement que je disais tout à l'heure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre culture, et je viens de le dire sur la partie macro, puisque vous avez vu qu'il y a eu un amortisseur sur le prix de l'électricité qui est conséquent et qui n'est pas toujours très, très évoqué. Mais les mécanismes de transmission de la hausse et nos partenaires entreprises, vous voyez, quand vous avez subi des augmentations de prix alimentaires pour ceux qui sont dans l'agro-industrie, vous ne les avez pas immédiatement répercutés et entièrement sur les clients. Donc il y a un effet bien sûr lié au fait qu'on avait des stocks, et donc ces stocks, le temps de les écouler, que le marché n'absorbe pas toujours les hausses, et donc cet effet différé fait presque, j'allais dire, partie de notre culture, et c'est exactement la même chose qui se fait au niveau des taux d'intérêt, puisque aujourd'hui la hausse des taux d'intérêt, on attend les chiffres de la Banque centrale, elle doit être de 50 points de base pour l'instant, et on le fait difficilement. Alors que la hausse du taux directeur, depuis que l'ajustement monétaire se fait par le taux directeur de la Banque centrale, il est au-dessus de 100 points de base. Et donc, vous voyez que l'effet de transmission qui est recherché par la Banque centrale, parce que la Banque centrale, si elle augmente les taux, ce n'est pas pour qu'elle soit retenue, ce n'est pas pour qu'il y ait une rétention au niveau des banques. Ce que cherche là réellement la Banque centrale, c'est que la hausse des taux d'intérêt soit clairement transmise au marché, puisque nous sommes le canal principal de transmission de ces hausses de taux d'intérêt. Et donc, on le fait, mais avec un effet qui va se faire de façon progressive. Et puisque ça fait partie de notre culture, on n'est pas au Maroc dans des démarches brutales où on fait notamment avec notre clientèle. Et donc, c'est des choses qui, à mon avis, vont se poursuivre. Et dépendamment de la politique monétaire, j'entends le message extrêmement prudent, parce que personne ne peut anticiper de ces taras par rapport à ça. Mais je pense que l'ajustement sur les taux d'intérêt souhaité par la Banque centrale devra continuer à faire. Et nous, bien sûr, on est là pour mettre à la disposition des entreprises tout le dispositif qui lui permet d'optimiser ses financements. Et donc, vous voyez que, je le précise, le financement en devise ne crée pas de la valeur ajoutée pour les entreprises, pour les banques marocaines, autant que le financement dirham. Et pourtant, nous l'offrons pour les entreprises. Parce que pour les financements en devises, notre marge, la marge que nous prenons au passage, nous ne sommes pas d'abord, nous n'avons pas vocation, nous ne sommes pas naturellement des prêteurs en devises. Ça, il faut clairement le dire. Nous sommes dans un pays qui est importateur net, nous sommes dans un pays qui a un déficit net du compte courant et qui est structurel. Donc nous n'avons pas, nous finançons dans nos bilans intégralement en dirham. Donc quand vous prenez le total des bilans des banques marocaines, eh bien c'est à 99,99% des financements en dirham. Et donc j'allais dire que le financement en devise est
il est contre-intuitif, mais que les banques marocaines, pour encore soutenir la compétitivité des entreprises, leur offrent cette possibilité, quitte pour les banques marocaines de se refinancer auprès de leurs partenaires, et leur offrent cette possibilité, je dirais, d'optimiser leur coût de financement à travers le financement de devises. C'est une précision importante. Alors maintenant, sur le dispositif d'accompagnement, je souhaitais revenir un peu en arrière pour rappeler, et c'est important, de rappeler ce qui s'est passé pendant la période du Covid. C'est très important. Alors, pendant la période du Covid, une grande partie des entreprises marocaines étaient à l'arrêt. Et je salue l'intervention exceptionnelle des autorités marocaines, de tous les dispositifs d'accompagnement qui a été érigé par la Banque centrale, par la Caisse centrale des garanties, par l'ensemble des intermédiaires agréés. On a vu en quelques semaines des entreprises qui étaient quasiment à l'arrêt retrouver des BFR, retrouver des couleurs, retrouver une certaine trésorerie, reconstituer leur stock, reconstituer leurs équipements, régénérer du ruissellement de la trésorerie. Et c'est important pour limiter les créances interentreprises qui sont extrêmement dangereuses et extrêmement préjudiciables pour le système financier marocain, à l'image aussi de la monnaie fiduciaire ou la monnaie dont on parlait tout à l'heure, donc de cette masse monétaire. Eh bien, dans une économie où les créances à l'économie sont pour vous donner un ordre d'idée, sont de 1,1 milliard de dirhams, 1100 milliards de dirhams, voilà, 1100 milliards de dirhams de créances à l'économie, il y a à peu près 400 milliards de dirhams de créances interentreprises. Et ça, c'est un élément de faiblesse qui est très important. Et donc, toute cette mécanique de transmission dans une économie tout à fait interconnectée, eh bien, il y avait à un moment donné, pendant le Covid, un arrêt des paiements entre les entreprises. Et donc, ce que sont venues donner les banques, il faut le rappeler, c'est important de le rappeler, c'est de permettre de reprise ce ruissellement de la trésorerie et qu'on puisse reconstituer les BFR. Donc ça, c'est important de le signaler parce que je pense que les banques marocaines ont joué un rôle important dont on a vu la pertinence pendant un moment très difficile. Et aujourd'hui, eh bien, on voit à quel point nous devons soutenir les entreprises dans un cadre inflationniste sur des besoins primaires. À faire face à leurs besoins primaires. Quand on parle de besoins primaires, quand on parle d'inflation, pour moi, le besoin primaire d'une entreprise, c'est la capacité à pouvoir écouler ses produits et services dans un environnement inflationniste. Ça n'a l'air de rien. Mais aujourd'hui, l'inflation fait que le positionnement de bon nombre d'entreprises est un positionnement qui est différent que ce qu'elles étaient avant. Et donc la pérennité même dans nombre d'entreprises est posée puisqu'il s'agit, je le dis, de façon primaire de répondre aux besoins vitaux de fonctionnement des entreprises, qui sont les besoins de se pérenniser, d'écouler leurs marchandises, d'écouler leurs services, de pouvoir se transformer parce que tout le monde se transforme. Et le financement de la transformation sur les aspects liés à la technologie, sur les aspects liés au digital, sont des aspects qui deviennent des aspects vitaux et de pérennité pour les entreprises, pour lesquels les banques sont sollicitées. Et donc nous intervenons d'abord sur ces besoins primaires qui sont aussi les besoins de réduction des coûts, parce que l'inflation fait que les entreprises doivent investir pour réduire leurs coûts. L'inflation fait que les entreprises doivent investir pour diversifier leurs produits, investir pour diversifier leur marché, investir pour diversifier leurs débouchés. Et ce sont également au quotidien des besoins auxquels nous sommes sollicités, auxquels on doit répondre, qui sont aussi tout simplement des besoins de trouver dans un environnement où la supply chain, où la logistique devient un défi considérable, les besoins de trouver des fournisseurs alternatifs
pour pouvoir diversifier la supply chain. Et donc, vous voyez qu'on parle des choses primaires d'abord. Donc, aujourd'hui, cette crise a fait que nous nous sommes mobilisés aux côtés des entreprises pour d'abord assurer leur pérennité. Et la crise n'est pas terminée. Alors, je ne souhaite pas gonfler outre mesure le message de crise, parce que j'ai commencé par dire que souvent on fait les choses en se comparant et que globalement, les entreprises au Maroc ont aujourd'hui incontestablement plus de visibilité que leurs pareils dans, allez, 90% des endroits de ce monde, de cette planète. Je n'exagère pas. Donc aujourd'hui, la difficulté est là. L'avantage pour l'entreprise marocaine, c'est que l'entreprise marocaine a toujours opéré dans un environnement étroit. Et donc l'entreprise marocaine a toujours été dans l'anticipation, a pris l'habitude d'anticiper des difficultés. Et ça, c'est très important. Et donc dans cet environnement-là, ce que je peux dire, c'est que, vous savez, le financement, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas le plus important. Je viens de dire que c'était important, parce que le financement a permis de maintenir la viabilité d'un certain nombre d'entreprises. Le financement de l'économie, comme je le dis, est un élément important, parce que si les entreprises ne sont pas financées, elles ne peuvent pas faire face à leurs besoins vitaux, elles ne peuvent pas faire face aux défis de la transformation que j'ai évoqués. Donc le financement est là. Mais au-delà du financement, il y a le conseil. Et est-ce que je peux vous assurer que Etijari Ofa Bank, qui est la banque des entrepreneurs, je souligne ce terme parce que historiquement ça fait partie de notre ADN, qui est la banque de l'entrepreneuriat, qui a érigé son modèle sur la promotion de l'entrepreneuriat. Eh bien, en plus de tous les supports de financement, de l'investissement, des BFR, de la croissance, de ce que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, en plus de ça, l'élément fondamental qui est le nôtre, c'est l'élément conseil qu'on peut retrouver à travers l'ensemble de nos réseaux, dans nos centres d'affaires, dans les centres entreprises, dans les Dar Mokawil, où aujourd'hui, nous venons en soutien à des milliers de porteurs de projets au quotidien, pas uniquement pour... Justement. Non. Et ça, c'est un élément fondateur de notre approche. C'est le conseil que nous apportons au quotidien aux entreprises. Pourquoi ? Nous sommes les premiers financeurs de l'économie. Et quand je dis premiers financeurs, ce n'est pas une carte visite que j'essaie de brandir pour nous vanter. Non. Quand je dis les premiers financeurs de l'économie, c'est que cette position nous oblige. Cette position nous oblige. Elle est. Parce que quand on est premier financeur de l'économie, on a la chance d'être au cœur de tous les écosystèmes. Nous avons la chance d'être au contact des entrepreneurs. Nous avons la chance d'être au cœur de toutes les filières industrielles. Nous avons la chance d'être au contact de tous les, de tous les verticales économiques que l'on puisse avoir. Et bien cette chance, nous la mettons à la disposition de nos partenaires. Cette chance-là, ce positionnement qui n'est pas venu de nulle part, eh bien, ce que nous mettons à la disposition de nos partenaires, c'est l'information utile. C'est l'information qui les permet d'avancer. Je suis une TPE, je suis une GE, grande entreprise, je suis une PME, je veux plus que ce que je crois pouvoir faire. Eh bien, Etijari Ofa Bank, son rôle, c'est de pouvoir vous aider à le réaliser, mais de redessiner les contours de vos ambitions, pour aller encore plus loin et pour vous donner envie d'encore d'aller plus loin, pas uniquement à travers des plats financements, mais à travers l'information utile qui vous permet d'avoir de la visibilité. Mais c'est ça notre combat au quotidien.
C'est ça notre combat au quotidien. C'est de pousser les entreprises de quartier à devenir des entreprises de ville, de pousser des entreprises de ville de devenir des entreprises nationales, de pousser des entreprises nationales de devenir des entreprises internationales à travers notre réseau. C'est ça notre combat que nous souhaitons avoir. Et à ce titre, je vous prie, je me permettrai d'évoquer une initiative très importante que nous avons lancée, qui est l'expérience immersive. C'est une occasion pour pouvoir le partager avec nos partenaires ici présents, mais quelque chose de très important que nous avons lancé depuis quelques années. Et permettez-moi de vous expliquer un peu c'est quoi le contenu et en quoi s'intéresse la salle de marché. En quoi s'intéresse la salle de marché? Alors, l'expérience immersive, c'est que pour les entreprises, nous nous insérons littéralement, c'est une insertion, puisque c'est une expérience immersive, c'est une immersion littérale dans les entreprises et qui nous permet de vivre peut-être 1-2 journées avec elles. Mais l'idée principale de cette idée, quand on met un conseil de relations dans l'entreprise pendant 1 ou 2 journées, c'est de véritablement, d'abord, témoigner de toute la reconnaissance et de toute l'attention que nous avons avec les entreprises. Mais aussi et surtout, de nous pousser à réfléchir, à nous projeter au-delà des idées les plus évidentes que nous voyons tous les jours. On ne veut plus aller dans les sentiers battus. Parce que quand on rentre encore plus dans les détails avec vous, ben c'est là où surgissent des idées que peut-être dans le quotidien, on n'avait pas habitude de voir. Et donc, cette expérience immersive, c'est là où nos équipes de la salle de marché, nos équipes de Wafa Gestion, nos équipes de Wafa Buy, les équipes du groupe, eh bien, viennent et apporter encore plus de valeur ajoutée, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une démarche qui, plus elle rentre en jeu, et plus elle montre en capacité, et plus nos clients adhèrent, nos partenaires adhèrent, en choisissant, en piquant à leur guise, je dirais des produits et services de la banque, qui peut-être étaient discutés dans le même cadre avant, mais on ne le faisait pas de façon aussi structurée. Voilà, donc merci, mais je pense que vous m'avez posé une question vaste. Je pense qu'on a un peu débordé sur le sujet. Merci. J'aimerais bien, en fait, si vous le permettez, revenir par rapport aux projections en fait, macroéconomiques, si j'ai dit. Je pense qu'on a un peu débordé un peu sur le temps qui nous était imparti, mais vraiment là, brièvement, par rapport aux projections, comment vous voyez un peu l'économie mondiale pour les principaux pays, à savoir l'Europe, les États-Unis, la Chine. Mais vraiment là, brièvement, si j'avais dit, je suis désolé de... Donc, pour être bref, je vais vous dresser le tableau. Donc, par rapport Chine, États-Unis, Europe. Donc, la bonne nouvelle, elle provient de la Chine. Parce que la Chine, dorénavant, elle a abandonné la politique zéro Covid. La réouverture de la Chine peut être considérée une bonne nouvelle aujourd'hui pour l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que durant le passé, le déconfinement régulier de la Chine venait perturber les chaînes de production et justement les chaînes logistiques qui impactaient directement les niveaux d'inflation dans le monde. Et donc du coup, cette ouverture de la Chine et cette volonté aujourd'hui affichée d'abandonner la politique zéro Covid pourrait être une opportunité de croissance et elle élimine une sérieuse contrainte à la croissance économique mondiale. Et ça peut être une opportunité à la fois pour le Maroc ou pour l'Europe pour justement booster un peu leur niveau de croissance. Et là, je reviens juste par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport aux prévisions. Aujourd'hui, c'est vraiment très difficile d'établir des prévisions. Pourquoi? Parce que justement, on est face à une multitude d'informations qu'on devrait prendre en considération. Et donc, on a beaucoup d'inconnus. Et d'autre part, il y a beaucoup de tendances de fond qui sont en train de s'installer et dont les répercussions peuvent en fait s'annuler et donc ou se compenser. Et donc, du coup, par exemple, l'ouverture de la Chine, c'est une bonne opportunité, mais aussi, ça peut être un facteur inflationniste.
parce qu'aujourd'hui la Chine, elle est consommatrice de matières premières, elle est consommatrice d'énergie, et le fait qu'elle redémarre, qu'elle consomme davantage, est-ce qu'elle pourrait créer un impact sur l'inflation? Est-ce que par cela, il y aura un impact aussi sur les politiques monétaires? Et donc du coup, c'est un équilibre à voir, et nous on pense que l'ouverture va avoir un impact beaucoup plus positif que l'effet inflationniste. Maintenant, la moins bonne nouvelle provient de l'Europe. L'Europe, elle fait face à un conflit sur lequel on n'a pas de visibilité, ni sur l'issue, ni sur la durée. La seule chose sur laquelle on est sûr, c'est que ce conflit-là alimente la hausse des matières premières. Et qu'aujourd'hui, la zone euro, autant que zone non productrice de matières premières, elle subit de plein fouet la hausse de ces produits énergétiques. Et donc, du coup, l'Europe, face à cette situation, elle a entamé un processus volontariste de décarbonation de son économie. Et donc, c'est un processus lent dont les fruits vont être visibles dans 10 ans, 15 ans. Et en attendant cette cible-là, l'Europe devrait faire face à une facture énergétique qui est assez lourde. Et puis on a les États-Unis. Les États-Unis, c'est au milieu du tableau. C'est moins bon que la Chine et moins pire que l'Europe. Pourquoi? Parce que les États-Unis, ils ont des fondamentaux économiques nettement meilleurs. On a vu avec les chiffres économiques publiés. Ils ont démarré l'année sur une croissance nettement meilleure, et donc forcément, ils ont un coussin de sécurité pour assurer une croissance assez intéressante. Ils ont une avance en termes de resserrement monétaire, donc ils ont une bonne maîtrise, une avance en termes de gestion de l'inflation, et donc les États-Unis seraient les mieux placés quand il y aura une éventuelle reprise économique, ils seront les mieux placés. Oui, ils sont quasiment en plein emploi, exactement. Exactement, oui. Et donc du coup, ça c'est le tableau général pour être bref. Merci Sitara. Alors, de ce que j'ai compris, c'est des perspectives macroéconomiques assez disparates. Bonne nouvelle côté Chine, un peu moins bonne côté US et beaucoup moins bonne côté Europe. Je me tourne maintenant vers Madame Loubaba Alaoui Mdré. Quelles sont, en fait, à l'image de ma question en début de séminaire, quelles sont les répercussions de ces perspectives justement, à la fois sur la paire euro-dollar et à la fois sur la liquidité MAD? Et je vous demanderai encore une fois d'être brève. Merci. Alors, par rapport à l'euro-dollar, donc en fonction des facteurs qui les impactent, on a principalement la politique monétaire. On voit qu'on s'approche d'un fin de cycle haussier chez la Fed. Elle a récemment augmenté ses taux de 25 points de base, alors qu'elle était sur des niveaux de 50 et 75 points de base en fin d'année dernière. Donc on peut estimer qu'on est sur la fin d'un cycle haussier, contrairement à la BCE qui est à son point culminant et qui a augmenté de 50 points de base lors des 2 dernières décisions. Avec ça, on a la baisse des prix de matières premières. Donc il y a l'indice Bloomberg des Commodities qui a baissé de 30% sur l'année et qui devrait se stabiliser à ces niveaux de prix, donc qui devrait alimenter une baisse de la demande sur l'euro-dollar. Avec aussi un troisième facteur, c'est la stagnation du conflit russo-ukrainien et la alimentation du conflit fait que l'appétit au risque revient petit à petit sur le marché et les gens se sortent un peu des actifs purement risque-free pour aller sur un risque émergent ou des assets un peu plus risqués, et donc ça baisse la demande sur l'euro-dollar. Et donc ça dessine et ça alimente la petite tendance haussière qu'on voit sur le marché. Et en termes techniques, on est sur une tendance, comme je vous disais, légèrement haussière, avec par contre une résistance qui est importante à 1,0780, une résistance un peu plus importante à 1,0890 et 1,09. Si on venait à casser ces niveaux de résistance à la hausse, on pourrait aller vers du 1,11. Et en contrepartie, sur le plan de support, on est sur un support à 1,0530 et 1,0480. Donc c'est les niveaux à retenir pour qu'en moyenne, selon un consensus marché sur l'euro-dollar, on soit sur le deuxième trimestre à peu près à 1,08, sur l'année 2023 à peu près 1,09 et sur 2024 plutôt vers les 1,14. Bien sûr, c'est des prévisions qu'il faut réupdater au fur et à mesure de l'évolution des conditions de marché, des événements sur les marchés financiers.
Alors en termes de liquidité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la perception et les perspectives d'évolution des positions des banques en devises. Et donc au vu de l'année, que ce soit en termes de campagne céréalière qui devrait être relativement mauvaise, on a une pression à l'import au niveau de ce secteur. On a éventuellement le risque de ralentissement, notamment chez notre principal partenaire qui est la zone euro, donc un impact sur nos éventuelles exportations. Et en contrepartie, on a une baisse des matières premières qui viendra impacter nos importations pétrolières, mais aussi nos exportations en phosphate, qui devrait aboutir à une annulation des conséquences des prix de matières premières. Et donc pour ça, en termes de liquidité, on estime, nous, en tant que la salle des marchés de TGLI, qu'on va rester sur une zone d'appréciation du dirham. En termes de liquidité, on devrait se maintenir sur les prochains mois entre 2,5 et 4,5, mais avec un changement d'orientation si demain on venait à avoir des opérations exceptionnelles d'investissement ou de désinvestissement d'opérateurs étrangers, ou un choc sur les transferts émireux vers le Maroc. Donc à moyen terme, on est à ce niveau-là, donc 2,5 plus 2,5 plus 4,5. Mais je vous invite à vraiment suivre le marché avec l'équipe de Madame Asma Tibel qui seront là pour vous guider, notamment sur la partie liquidité, ou sur laquelle on a une vue en tant que market maker qui est très importante et très claire. Et on est les plus à même à vous donner les indications nécessaires pour orienter votre stratégie et choisir le moment opportun. Donc c'est un élément qu'il va falloir suivre de manière quotidienne ou hebdomadaire selon vos capacités avec l'équipe de Madame Tibel pour voir les évolutions de ces prévisions. Donc je vous remercie pour ma part, j'ai essayé d'aller très vite, donc si vous avez des questions par la suite, je pourrai y répondre. Merci Madame Alaoui. Alors de ce que je comprends, vous avez une vue plutôt haussière sur l'euro-dollar et une liquidité qui devrait rester proche de la bande supérieure de fluctuation, à savoir un MAD plutôt faible, c'est bien ça. À la lumière de ce qu'a cité Madame Loubaba Alaoui, Madame Tibel, j'ai une question pour vous. Quels sont les instruments que vous préconisez en matière de couverture du risque de change, et qu'est-ce que vous pouvez proposer aux opérateurs économiques ici présents comme instrument pour couvrir efficacement le risque de change? Merci. Alors, merci. Donc en fait, aujourd'hui, le tissu marocain reste quand même malheureusement assez penché vers le spot. Les gens attendent un peu l'échéance pour acheter ou vendre. Pas ceux qui sont présents, mais certains d'autres PME de manière globale. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vers des stratégies de couverture, notamment pour les importateurs et les exportateurs aussi. Hein, ça dépend des opportunités de marché. Aujourd'hui, il y a des particularités que nous noterons avec les différentes hausses dont parlaient mes collègues avant. Donc, pour contrer l'inflation, par exemple, si on parle du dollar MAD, pour aller vers des choses plus concrètes. Le dollar MAD aujourd'hui, si on l'achète spot, par exemple, à un niveau de 10,45 aujourd'hui, d'accord. Et si on fait un refinancement en devise, en dollars, plus une couverture à terme de 3 mois, ou si on a par exemple un fournisseur que nous n'allons payer que dans 3 mois, l'idée c'est de pouvoir donc capter un niveau de marché dans 3 mois qui est meilleur que celui d'aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez des outils de couverture qui vous permettent de capter des niveaux meilleurs à terme, vu que les taux d'intérêt du dollar, comme on l'a expliqué depuis tout à l'heure, n'ont fait qu'augmenter depuis juin 2022. Comme vous le savez, le pic de l'inflation aux États-Unis qui était de 8,2%. Et pour pouvoir le ramener au niveau d'aujourd'hui autour de 6,4%. Donc il a fallu des mois et des mois, donc depuis juin jusqu'à aujourd'hui mars, c'est 9 mois quand même. Et on a vu une inflation aller de 8,2 à seulement 6,2, avec un objectif de 2% encore une fois, hein, de la Banque centrale américaine. Donc les hausses sont encore peut-être là. Et d'après le dernier discours de Jérôme Powell, qui est le président donc, de la Fed, la Banque centrale américaine, on est encore sur un trend haussier. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, la banque va aller emprunter des dirhams. On ne va pas toucher le compte du client importateur. Donc, on va acheter les devises aujourd'hui.
on va placer le dollar donc, sur un taux meilleur que le taux auquel on a emprunté le dirham. Et du coup, le calcul du terme nous fait qu'on a un terme inférieur au cours du jour. D'accord? Donc, lorsqu'un opérateur marocain opère, un importateur, je parle, opère aujourd'hui avec son fournisseur, souvent, il prend comme référence le cours du jour spot, sachant qu'il a un délai fournisseur de 2 à 3 mois, et puis qu'il va refinancer encore peut-être 2 ou 3 autres mois, voire plus. Donc, si on s'inscrit dans un cycle de 3 à 6 mois en moyenne, pour rester dans des durées moyennes de la PME ou de l'entreprise de manière globale, donc vous allez vous rendre compte qu'au lieu d'acheter un dollar à 10,45, vous allez être dans les 10,39 dans 6 mois, ce qui n'est pas négligeable. Donc, vous, aujourd'hui, vous faites votre affaire avec votre fournisseur sur une base du spot à 10,45 et vous vous retrouvez avec un change à terme à 10,39. Donc, c'est une opportunité, aujourd'hui, clairement, pour l'opérateur marocain importateur de dire je ne vais pas attendre l'échéance pour acheter les dollars, ou même maintenant, sur l'euro, nous avons un scénario sur 3 mois d'euros plus bas qu'aujourd'hui. Sur un mois, on est presque quasiment la même chose parce que les taux entre l'euro et le MAD sont très proches. Mais sur des périodes de 3 à 6 mois, nous avons un euro qui baisse par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, le message que j'ai aujourd'hui pour nos opérateurs marocains, c'est d'essayer d'avoir des bons réflexes. Aujourd'hui, je fais mon affaire, je fais mon bon de commande avec mon fournisseur. J'appelle la salle des marchés pour acheter immédiatement. Mon bon de commande est passé, ma facture est là, parce qu'il faut documenter. Madame L'Alaoui, elle est très punchy sur ce point. Donc, à chaque fois qu'on veut faire une couverture, non, c'est Banque el-Maghreb en fait. Banque el-Maghreb et l'office d'échange sont clairs. On ne peut pas faire de couverture sans documentation. Donc, et la bonne nouvelle, encore une fois, pour rester sur nos importateurs, avant de repasser aux exportateurs, c'est que nous avons la possibilité, donc je disais, pour faire des attestations chez le commissaire aux comptes. D'accord? Cette attestation n'est autre que la moyenne des 3 dernières années des opérations réalisées par la société. Alors, cette attestation, une fois faite, elle a une durée d'1 année et vous permet de capter une enveloppe tout de suite de 25%, à condition que nos amis de la GGR vous l'accordent comme limite à terme. Donc, vous pouvez aujourd'hui fixer les choses. Maîtriser votre prix de revient est une donnée très importante aujourd'hui. Parce que si moi, je suis le financier de la société et que je ne couvre rien et je fais rien, ce qui s'est passé l'année dernière pour certaines entreprises qui n'ont pas couvert un dollar à 9 et qui se sont retrouvées en septembre 2022 à l'acheter à 11. Ça, pour moi, c'est la pire c'est un scénario catastrophique. Donc, aujourd'hui, en tant que vos partenaires, nous vous conseillons d'adopter des réflexes de couverture. Ce n'est plus des stratégies juste on va voir si on va couvrir, pas couvrir. Non, carrément se dire aujourd'hui je suis importateur, je suis dans l'industrie, je suis dans le blé, je suis dans l'automobile. Je reste dans mon corps de métier et je maîtrise mes importations et surtout mon prix de revient. Ben, c'est ça qui est important. Ou si je suis exportateur, je dois maîtriser mon prix de vente. Parce que si demain, je ne peux plus, si je vends en estimant par exemple un euro aller à 11,20 et que 3 mois plus tard l'euro baisse, comme on a dit, ou il augmente, ça dépend. Ben, on verra qu'il y a des outils pour contrer justement dans le cas contraire si jamais l'anticipation n'est pas celle qu'on a prévue au départ. On peut avoir d'autres outils de couverture. D'accord? Donc là, je dis juste que un réflexe de couverture d'abord. Ensuite, on voit quel instrument. D'accord? Donc, quel instrument? Nous pouvons soit faire des couvertures simples, le terme classique que vous connaissez bien. La plupart d'entre vous, déjà dans cette salle, le pratiquent, je le sais. Donc, c'est de fixer aujourd'hui mon prix de revient
à terme. Donc, que je sois importateur ou exportateur, je reste dans mon cœur de métier, je me couvre, je maîtrise mon prix d'achat, je maîtrise mon prix de vente. Terminé, j'avance dans mon industrie. Deuxième réflexe, c'est quel instrument utiliser. Donc ça, c'est justement le rôle de vos conseillers à la salle des marchés. Essayez de vous apporter le bon instrument au bon moment. C'est-à-dire que le contact et la proximité dont je suis fière avec mes clients, dont témoigne la présence aujourd'hui, et c'est la qualité qu'on peut vous donner tous les jours, en vous évitant d'aller vers des anticipations, en fait, des espoirs ou du rêve. On va vers la maîtrise des choses, d'accord? La maîtrise des choses, c'est par l'analyse, bien sûr, on est là, comme a si bien dit Madame Alaoui, pour vous parler de l'inflation, des taux d'intérêt, il y a les hausses des taux qui sont prévues un peu partout dans le monde, on s'inscrit dans la même logique. Si Jouahri, lors de son dernier discours, a expliqué que cette hausse des taux n'impacte pas le PIB pour autant que de 0,1%, donc ce qui est, bon, reste maîtrisable. Et donc, tout ça, tous les jours, on peut vous en parler et vous aider. Maintenant, si jamais vous avez peur, ce que je comprends, de vous couvrir tout en vous permettant de capter des niveaux meilleurs à terme, à l'échéance, eh bien, il faut aller vers des options de change. C'est vrai qu'il y a un coût de départ, qui est un prix, bon, c'est la prime d'assurance à payer, c'est normal, mais cette prime d'assurance n'est rien face à la volatilité. Quand je prends une prime d'assurance d'$1 à 3 mois autour de 2%, de 2,5%, et que je vois que le dollar a fait 20% de variation l'année dernière, croyez-moi, c'est rien du tout. Sur le marché de change, si on prend une variation de taux, par exemple de 1/4 ou 50 points de base, j'ai fait le calcul, une petite simulation avec mes clients, c'était pas mal parce qu'il y a quelqu'un qui a rechigné, ouais, les taux, j'ai un taux meilleur. Attends, de quoi on parle? Un taux sur 3 mois, il perdait, il avait un manque à gagner de 15 000 dirhams. Sur la variation de change, la couverture que je lui ai fait lui faisait gagner 1 million de dirhams. Croyez-moi, ça change beaucoup de choses. Oui, il faut savoir que l'impact du cours de change peut s'avérer très important dans la trésorerie. Donc on a tendance à vouloir optimiser, à avoir les meilleurs taux, tout ça c'est très bien. Mais croyez-moi, l'importance de vous couvrir au moment opportun et par l'outil adéquat est la meilleure façon de faire. Donc, en tant qu'importateur, vous avez des outils qui sont des call vanille ou en tant qu'exportateur, c'est les put vanille qui vous permettent aujourd'hui de fixer toujours, je reste dans la maîtrise des prix de revient ou de prix de vente, c'est très important. Donc, un call vanille est une option qui vous permet de vous couvrir toujours, ce n'est pas de la spéculation, c'est de la couverture ferme. Je répète, parce que certains me disent, ah oui, les options, c'est spéculer. Non, monsieur, c'est de la couverture, mais elle a un coût pour vous permettre d'avoir tous les droits. Nous, en tant que Tijari Wafa Bank, on a toutes les obligations de vous donner le cours du marché s'il est meilleur pour vous, ou le strike, qui est le prix d'exercice de votre option. À savoir, si vous avez, par exemple, toujours je reste sur mon exemple du dollar à 10,45, si vous avez opté pour acheter une option call à 10,45 en tant qu'apportateur, et vous avez donc attendu à l'échéance le cours, il est revenu à 10,19 qu'on a vu il y a un mois. Il y a un mois, jour pour jour, le dollar était à 10,19. Aujourd'hui, il est à 10,45. Et croyez-moi qu'il y a des gens qui ont des dûs maintenant, il y a un mois, et qui ne se sont pas couverts, ce serait dommage. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'à l'échéance, ce coût que vous avez payé de 2% vous permettra, si jamais le marché revient à ces 10,19 pour une raison, si je suis Madame Loubaaba dans le trend aussi Eurodoll, et s'il y a plus de liquidité sur les marchés, eh ben, ça vous permettra de capter le 10,19 au lieu du 10,45. Voilà, donc l'objectif de cette prime est de vous donner toutes les opportunités pour optimiser davantage. Non seulement vous couvrir à des moments opportuns pour éviter le risque de change qui peut s'avérer très important, mais encore pour vous donner la possibilité de capter des niveaux meilleurs.